Que les lumières soient et le cinéma fut. Le 28 décembre 1895, au Salon indien du Grand Café de Paris, boulevard des Capucines, loué 30 francs par jour, a lieu la première séance publique et payante du cinématographe Lumière. 10 vues, on ne parle pas encore de film, sont projetées pendant cette soirée emblématique du commencement de l'ère du cinéma. Il y a 33 spectateurs, aucun journaliste n'est présent. La séance coûte 1 franc, ce qui est très cher pour le Parisien lambda dont le salaire oscille à l'époque entre 2 à 6 francs par jour et par rapport au prix moyen d'autres spectacles qui est de 33 centimes. Mais le bouche à oreille fonctionne et les séances de 20 minutes chacune se multiplient. Quelques semaines plus tard, le Salon indien accueille jusqu'à 2500 spectateurs par jour. À Roanne, grâce à l'initiative d'un passionné de photographie, certainement en relation avec l'entreprise lyonnaise des Frères Lumière, fabricant et fournisseur de plaques photographiques dans le quartier Montplaisir, la première séance publique payante du cinématographe put être présentée le 26 septembre 1896. Dans un site temporaire, place de l'Hôtel de Ville, face à la rue Nationale. Roanne se plaçait au 22e rang des villes françaises pour l'accueil des premières projections en province du cinématographe Lumière. Les projections se prolongèrent jusqu'à fin octobre 1896, avec d'autres vues d'actualité prises par les opérateurs de l'entreprise Lumière. Le prix d'entrée aux séances du cinématographe Lumière était fixé, comme partout en France, à 50 centimes de francs. Pour bien évaluer le coût de ce spectacle nouveau, il faut savoir qu'un ouvrier tisseur à Roanne, en 1897, gagnait 3 francs 25 par journée de 11 heures, et cela 300 jours par an, soit 90 francs par mois. Le prix de la séance du cinématographe Lumière dépassait le prix moyen du salaire horaire, 30 centimes de francs, pratiqué dans l'industrie textile rouennaise en 1896-1897. Il faudra ensuite attendre 1901 pour voir le cinématographe, associé complémentairement au spectacle vivant des illusionnistes, des voyants et fakirs, des magiciens et autres numéros de foire, dans les spectacles forains installés pour un temps limité place d'Orient. Les entreprises de cinématographes forains reviendront épisodiquement à Roanne jusqu'en 1909. À partir de cette date, elles disparaîtront devant la concurrence des salles sédentaires permanentes. En 1907, le cinéma Pathé s'installe à la salle des fêtes au 10 rue de la Sous-Préfecture. C'est la première véritable implantation cinématographique sédentaire en salle, à Roanne. Les séances de cinéma avaient lieu chaque jour en soirée à 20h30. Des matinées étaient proposées le dimanche, les jours de fête, chômés, et le jeudi, jour de congé des enfants. Le programme des séances était varié pour attirer toutes les catégories de public. Il était composé de 3 parties distinctes. Une partie artistique, avec un film de fiction dramatique, une partie comique. De 1910 à 1914, sont projetés chaque semaine de nombreux films de l'acteur comique Max Linder, véritable vedette mondiale du genre burlesque et en qui Charlie Chaplin reconnaîtra d'ailleurs un précurseur et un maître. Une partie instructive, consacrée à des films documentaires ou d'actualité,
Des perfectionnements importants apparaissent au cours de ces premières années du cinématographe. Avec cet appareil souvent capricieux, appelé chronophone, Alice Guy, première réalisatrice française, va enregistrer des artistes de music hall. Au cours de l'un de ces tournages, Alice Guy a en plus l'idée de se filmer au travail. C'est le premier making-of de l'histoire du cinéma. Georges Méliès adapte au cinéma les premiers effets spéciaux. Puis, avec Léon Gaumont et Charles Pathé, le cinéma devient industriel. Certains de leurs films font le tour du monde, comme Le Coiffeur merveilleux. La couleur aussi apparaît, mais il faut peindre chaque image sur la pellicule. Bref, les pionniers du cinéma ont déjà pensé à tout. Au cours des décennies qui vont suivre, le nombre de salles permanentes à Roanne montera jusqu'à 6. L'Éden, salle unique de 270 places, spécialisée dans les westerns, les films d'aventure et les films noirs, deviendra en 1970 le Club, salle de thé dansant et boîte de nuit, pour faire place en 2001 à la discothèque l'Eden Pub. Le Palais des Fêtes, salle unique avec balcon et 11 loges et un pigeonnier, pour 1030 places, sera aménagé en 1976 en 3 salles de projection, puis modifié à nouveau en 1982 en 5 salles, pour 967 places assises. Il cessera toute activité en 2007 et sera détruit en 2009. Le Majestic Ciné, salle unique de 650 places, très dynamique, jusqu'en 1967. Il survivra ensuite difficilement par des projections de films d'épouvante, de films érotiques et pornographiques. Démoli en 1984 pour faire place à un nouveau cinéma, le Médian, avec 5 salles de projection, il cessera toute son activité en 2007. Le Rex, salle unique de 550 places jusqu'en 1979, transformé en 2 salles sous le nom de Z, il sera classé cinéma art et essai en 1971 jusqu'à sa fermeture en 1987, transformé en thé dansant et boîte de nuit. L'Empire, salle unique de 350 places au 5 rue Charles de Gaulle, qui cessera son activité fin décembre 1968. Le Marivaux, salle unique avec balcon de 750 places, rénové en 1971 et transformé en 1983 en 2 salles, cessera son activité en 1988. Les projections reprennent en 1989 dans les 2 salles qui portent désormais le nom d'Espace Renoir. Géré par l'association de cinéphiles Ciné-Rivage, l'Espace Renoir est classé depuis 1990 par le CNC Cinéma, Art et Essai. Retrouvons-nous maintenant en 2005. Il ne reste plus que 3 salles et un projet ambitieux pour regrouper le Médian et le Grand Palais voit le jour. Avant le Grand Palais, il y avait donc nous on a exploité 2 établissements sur la ville. Il y avait le Palais des Fêtes et puis le Médian. C'était deux complexes de 5 salles. Il y avait donc 10 salles sur la ville et au Grand Palais, il n'y a plus que 9 salles. Mais par contre, il y a un petit peu plus de fauteuils. L'objectif était de doubler la fréquentation des cinémas qu'on avait, chose qui s'est réalisée. On a l'envie d'un projet, on s'est rapproché de la ville pour trouver avec eux l'emplacement qui était le meilleur. Et avec Yves Nicolin, on a trouvé, il nous a fait cette proposition de cet emplacement. Le site génère énormément de contraintes, notamment le bruit dû à la voie de chemin de fer qui passe à 5 mètres de la limite de propriété et du nu de la façade côté ouest. Les contraintes acoustiques d'un cinéma,
Sont bien évidemment ne rien entendre de toute la vie extérieure à la salle et encore plus au film. La proximité de la voie SNCF nous a amené à avoir une conception très particulière de ce bâtiment, d'autant que la plus grosse circulation des trains est une circulation nocturne avec des trains de marchandises qui génèrent énormément de vibrations. On voit sur l'image qu'on est vraiment au bord de la voie de chemin de fer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait traité avec ces caisses de couleurs un habillage de tous les éléments techniques, de chauffage, de ventilation, etc., comme si c'était des containers transportés par la SNCF. Donc le projet se développe sur un peu plus de 300 mètres de long le long de la voie de chemin de fer par 32 mètres de large. Le niveau bas du parking et des commerces, ça c'est fondé dans le terrain, et à ce niveau-là les vibrations ne sont pas très importantes. Par contre on voit sur la coupe que entre le plafond des parkings et le sol des salles de cinéma, de l'entrée du cinéma, on a une dalle qui faisait 45 cm d'épaisseur, qui nous a permis dans un premier temps d'avoir une trame qui correspond à du parking au niveau au-dessous, et une trame complètement indépendante au-dessus pour les salles de cinéma, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir de poteau tous les 5 mètres pour une salle de cinéma. On est obligé d'avoir une trame qui correspond à la largeur des salles de cinéma. Donc c'est ce qu'on appelle une dalle transfert. Sur cette dalle, on a mis en place des ressorts, alors des ressorts spécifiques pour l'acoustique, un ressort tous les 40 cm. Et par-dessus ces ressorts, on a créé une nouvelle dalle, et on en faisait une par salle de cinéma, qui constituait le sol de cette salle. Sur le sol de cette salle, on a construit les 4 côtés de la salle de cinéma. On appuie sur cette salle, donc sur les ressorts, plus le plafond. C'est-à-dire qu'on obtenait une boîte complètement indépendante en termes de vibration, de manière à ce que toutes les vibrations des trains qui sont transmises à la dalle support ne soient pas transmises à l'intérieur de la salle. Après, la contrainte, ça veut dire qu'on avait 9 boîtes complètement indépendantes en termes de vibration. Par contre, pour rentrer dans ces boîtes, forcément, on passait par toutes les circulations, y compris la circulation haute qu'on voit sur la coupe là, pour accéder. Et là, on est venu créer des sas d'entrée dans les salles, qui eux aussi sont complètement indépendants, mais ils sont non seulement indépendants de la salle de cinéma, ils sont aussi indépendants du reste. Donc on a créé là encore un système de mise en place avec des ressorts pour que les transmissions sonores, parce que le bruit c'est une vibration, pour que les transmissions sonores ne se transmettent pas à l'intérieur de la salle. On voit bien sur cette coupe que toute la boîte complète, y compris la cabine de projection, est posée sur cette dalle à ressort, ici, avec la cabine. Voilà. En fonction de la capacité de la salle, on a créé une espèce d'estrade pour avoir le nombre de sièges que l'on voulait. Dans les grandes salles, les sièges descendent quasiment jusqu'au sol. Et le sas, ici, par rapport à la galerie de déambulation, lui, est reposé sur des ressorts de manière à être complètement indépendant du reste. Sur cette opération, début des travaux, première phase, démolition de l'ancienne gare routière. Et démolition de l'ancienne caserne de pompiers qui était symbolique avec sa tour pour le séchage des tuyaux. Alors, sur cette photo, on voit bien la proximité, c'est la limite de propriété et la proximité avec la première voie de chemin à fer. La limite de propriété, c'est ici, là, on nous avait toléré de mettre une barrière à 3 mètres de la limite de propriété et à 3 mètres du premier rail. Alors, la première contrainte, comme on a dû creuser plus de 3,50 m plus bas que le niveau du sol naturel et aussi plus bas que les rails de la SNCF, c'était de s'assurer et de certifier à la SNCF qu'on n'apporterait aucune vibration et aucune déformation
au rail des voies du chemin de fer. Ça veut dire que tous les 2 jours, on avait un géomètre qui venait relever sur des points précis les déformations et les mouvements des rails métalliques pour s'assurer que lorsqu'on creusait, la voie de chemin de fer ne se déplaçait pas et ne s'effondrait pas. Pour les travaux, pour creuser le long de la voie de chemin de fer, on a fait un système qu'on appelle une paroi injectée. C'est-à-dire qu'on creusait de 1 mètre par partie de 10 ou 15 mètres de long. On injectait du béton à l'intérieur pour solidifier la terre et la conforter. Et on projetait ensuite du béton sur la face, qui nous a servi d'ailleurs de mur pour le bâtiment côté voie SNCF. On a fait les 300 mètres sur 1 mètre. Après, on est descendu 1 mètre plus long par tranche de 10 ou 15 mètres. On a fait les 300 mètres pour avoir 2 mètres de profondeur. Et après, on a fait les 300 mètres pour avoir 3 mètres de profondeur. Ensuite, sur le terrain, on a trouvé la nappe phréatique et la qualité de sol n'était pas très bonne. Il a fallu construire au droit de chaque poteau des pieux qui faisaient en moyenne 90 cm de diamètre et 25 mètres de profondeur. Donc ces travaux-là nous ont pris pas mal de temps entre le décaissement et la création des pieux. Les fondations sont en place, la construction peut progresser. Elle va se poursuivre sur 2 ans. Les difficultés de ce projet, c'était d'avoir une façade entièrement borgne sur le cours de la République. Donc déjà, dans un premier temps, on a essayé de faire un rythme en créant 3 blocs, avec les sorties de salles qui donnaient directement sur la rue Haute. Et après, on a réfléchi à trouver un matériau qui nous donne un rythme, un calpinage, comme des écailles, et qui, dans le temps, n'évolue pas, ne se salisse pas, ne casse pas, et qui soit pas trop plat. Et du coup, on s'est orienté vers le titane, qui est un matériau pérenne. C'était Arcelor qui fabriquait ce matériau. Ils avaient un procédé industriel pour colorer le titane de n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel, et en même temps pour le bosseler. Et ça nous a apparu être la meilleure solution pour créer une animation et éviter une monotonie sur cette façade. Pendant qu'à l'extérieur, les entreprises s'affairent pour donner au bâtiment sa robe définitive, à l'intérieur, l'aménagement se poursuit. On a un confort, on a une qualité de cinéma qui est extraordinaire, tout en étant en cœur de ville et proche de vous tous les habitants ici. Et on a pu, tout en ayant un cinéma en plein cœur de ville, donner et avoir une qualité de confort. On a un pas de fauteuil, vous avez 1,20 m pour vos jambes dans les salles, ce qui est énorme. Les plus petits écrans font 10 mètres de large, les grandes salles, les écrans font 18 mètres de base. Enfin, voilà, on a un confort, on a une qualité de cinéma qui est extraordinaire. En fin d'année 2007, le chantier est achevé dans les temps pour l'inauguration, qui a lieu le 18 décembre. C'est bel et bien ensemble qu'on vit des films, c'est pas chez soi. Venez vivre vos films au cinéma.